Chers amis, chers camarades, l'année qui s'achève a été particulièrement dure pour les travailleurs et les travailleuses. Un tiers de la force de travail canadienne s'est retrouvée au chômage et sommée de survivre avec 2 000 $ par mois. Pour ceux et celles qui ont été tenus de rester au travail, les équipements et protocoles de protection sanitaire parfois inadéquats et souvent peu respectés les ont exposés dangereusement à la COVID-19. Ceux et celles qui ont pu travailler de chez eux ne sont pas en reste. L'achat de matériel de bureautique à leurs frais, la nécessité d'être disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7, l'impossibilité de contrôler de façon adéquate les heures supplémentaires travaillées, ni les questions de santé et sécurité au travail permettent aux employeurs de faire baisser une partie de leurs coûts d'opération, d'intensifier le rythme de travail et d'atomiser les lieux de travail, rendant ainsi plus difficile toute tentative d'organisation. Nous avons constaté avec frayeur l'effondrement de notre système de santé publique, mis à mal par des décennies de privatisation, de compression budgétaire, de plans d'austérité et de mesures antipopulaires à un point tel qu'il a été carrément incapable de répondre à une pandémie de l'ampleur que celle que nous traversons. Là aussi, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui ont payé le prix fort. Nos aînés, qui n'ont pas les moyens de s'offrir les résidences de luxe ou de se payer les soins qui leur permettraient de rester à domicile, tombaient littéralement comme des mouches dans des conditions immondes au printemps dernier. Pendant ce temps, les grandes fortunes voient leurs profits croître à un point tel que l'inégalité sociale au Canada est présentement plus haute que dans les années de la Grande Dépression. Pour les Jeff Bezos, Elon Musk, Alain Bouchard et autres, les monopoles de distribution alimentaire également, dont les groupes Metro, Sobeys, Loblaws, la pandémie est l'occasion de conclure de bonnes affaires. Il en est de même, soulignons-le, pour les grands trusts pharmaceutiques comme Moderna ou Pfizer, pour qui la course à qui mettrait en marché son vaccin le plus rapidement possible, en opposition à toute tentative de collaboration scientifique véritable, a tout à voir avec les profits de ses actionnaires et rien à voir avec la santé publique. Ne soyons pas dupes. Ce n'est pas parce qu'il existe une cure que d'une part la pandémie est nécessairement enrayée et d'autre part que l'activité économique reprendra comme avant. Les emplois perdus ne seront pas recouvrés de sitôt et les petites entreprises qui ont mis la clé sous la porte ne rouvriront pas une fois la pandémie terminée. Au contraire, les grandes entreprises accroîtront leur emprise sur la vie économique, mettront à pied de plus belle et s'attaqueront à nos conditions de travail et de vie, tout ça pour assouvir leur soif inépanchable de profit. Elles seront aidées dans ce dessein par nos gouvernements dont la générosité d'hier fera place aux plans d'austérité et autres mécanismes pour nous faire payer au prix fort une crise capitaliste qui précède de longue date la pandémie, et dont celle-ci sert de prétexte pour masquer l'origine profonde de cette crise, soit la contradiction fondamentale du capitalisme, celle entre la propriété privée des moyens de production et le caractère social de la production. À cet effet, Legault a déjà annoncé ses couleurs et on peut s'attendre à une série d'attaques patronales au printemps. Avec la loi 59, il s'en prend aux travailleurs et aux travailleuses accidentés en s'attaquant à la reconnaissance des maladies professionnelles et au droit à la réadaptation tout en imposant aux travailleurs et travailleuses accidentés des obligations en matière de recherche d'emploi. Avec son plan pour une relance verte, il promet de financer les entreprises les plus polluantes à même les deniers publics pour qu'elles entreprennent leur transition écologique, soi-disant. Mais ne nous laissons pas berner non plus par la récente entente entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Il ne s'agit en rien d'un virage pro-syndical de la CAQ. Au contraire, il s'agit d'une entente visant à saper toute possibilité de front commun entre les 500 000 salariés du secteur public en donnant à certains, en particulier les mieux rémunérés, et en faisant pâtir les autres. Attendons-nous à une bataille importante que devront livrer les syndicats contre la réaction patronale et gouvernementale dans les prochains mois. Les communistes sauront témoigner de leur entière solidarité envers les salariés du secteur public. Nous nous engageons, autant que possible, à être présents et présentes aux assemblées syndicales, sur les lignes de piquetage, mais aussi à promouvoir ces luttes auprès de la population en général. Car la défense des services publics dépend également des conditions de travail de tous et tous les salariés qui en sont les premiers défenseurs. L'année à venir sera dure également, soyons-en sûrs, mais les forces vives existent pour renverser la vapeur. Nous l'avons vu cet été avec les milliers de personnes qui se sont mobilisées en solidarité avec George Floyd. Nous l'avons vu au printemps 2019. Nous l'avons vu à l'automne 2019, en septembre 2019, où 1 demi-million de personnes s'est rassemblé dans les rues de Montréal pour la justice climatique. À ces deux occasions, bon nombre de manifestants et manifestantes se massaient derrière des slogans plus précis que ceux mis de l'avant par les organisateurs eux-mêmes, certains allant jusqu'à parler de socialisme. Certes,
Ils n'explicitaient pas ce que signifie, ce qu'ils entendent par socialisme. Mais c'est un début. À eux et à elles, nous devons tendre la main, car c'est avec les masses, et en particulier avec la classe ouvrière, que nous saurons faire de l'année qui vient une année de résistance. Résistance contre les plans d'austérité et attaques patronales, pour une sortie de crise populaire basée notamment sur le réinvestissement et la renationalisation de nos services publics, l'expansion de l'assurance chômage, la mise sous contrôle public et démocratique des secteurs clés de l'économie, dont, c'est le cas de le souligner, l'industrie pharmaceutique. Résistance pour que les responsables de la crise soient ceux qui paient, et pas ceux qui en sont victimes. Car oui, la pandémie de Covid-19, ce sont nos morts, mais c'est surtout leur crise. Résistance contre l'extrême droite et pour défendre nos droits démocratiques, car le capitalisme en crise mène dangereusement vers le fascisme. Résistance contre la destruction de notre environnement, car l'exploitation effrénée de la nature va de pair avec l'exploitation de la classe ouvrière. Résistance contre l'impérialisme et le danger de guerre, car le capitalisme mondialisé, c'est la guerre, et que la pandémie a permis à l'impérialisme occidental, par ses sanctions, d'asphyxier les peuples et nations qui tentent de se dérober de sa mainmise, ce qui représente plus d'un tiers de la population mondiale. Résistance enfin contre le pouvoir du capital et d'une classe parasitaire et exploiteuse, le capitalisme, qui n'a rien d'autre à offrir à la jeunesse, au peuple et à la classe ouvrière qu'exploitation, crise et guerre. Chers amis et chers camarades, cette année, nous célébrons avec fierté 100 ans de présence communiste au Québec et au Canada. La pandémie de Covid-19 et la crise du capitalisme qu'elle a contribué à dévoiler nous prouvent que 100 ans plus tard, les idées qui ont motivé une poignée d'hommes et de femmes à se réunir à Guelph pour fonder le Parti communiste du Canada, et ce, en toute clandestinité, sont plus que jamais d'actualité. À nous de poursuivre leur combat, de résister contre les multiples offensives de la classe dirigeante et de lutter sans relâche pour la libération de notre classe, la classe ouvrière, de ses chaînes à la fois économiques comme idéologiques.